Commençons avec cette avant-dernière table ronde de l'après-midi, titrée « La France face au génocide des Tutsis ». Alors, aux deux orateurs prévus initialement, nous avons demandé à notre ami Richard Mugenzi de s'y adjoindre, car nous n'avons pas pu lui poser ce matin toutes les questions qu'on voulait lui poser, notamment parmi vous, on m'a fait passer des questions précisément sur ce qu'il savait aussi du rôle de la France. Donc, il interviendra tout à l'heure en dernière... après Yves Ternon et Raphaël Maison. Alors, c'est très agréable pour moi d'accueillir deux universitaires, moi qui ne suis que journaliste, Yves Ternon et Raphaël Maison, qui vont nous parler de démarches, d'état des connaissances, d'état des chances d'en savoir plus, en fonction des sources, du croisement des sources, et donc de nos capacités à explorer davantage dans les mois et les années qui viennent cette question qui nous taraude sur la France, enfin la France. Vous l'avez compris, sur la trentaine de personnes qui, au nom de la France, ont engagé notre pays beaucoup plus qu'il n'aurait dû dans son application au Rwanda, conduisant au génocide des Tutsis. Yves Ternon, médecin chirurgien devenu un historien spécialiste du négationnisme, notamment à partir d'une de ses œuvres majeures, son enquête sur la négation d'un génocide, parue en 1989 aux éditions Parenthèses et toujours d'actualité, et qui a publié également en 1995 un autre ouvrage qui a fait date, L'État criminel, les génocides au XXe siècle. Alors à cette liste qu'on me rappelle, j'ajoute également le numéro 190 de la revue d'histoire de la Shoah. Pourquoi j'en parle? Parce qu'elle est consacrée au 15e anniversaire du génocide des Tutsis. C'est un volume qui est disponible à la librairie du Mémorial de la Shoah, à un prix absolument ridicule. Il est vendu à moins de 10 €, alors que le prix normal tourne autour de 20 €. Et pourtant, c'est un numéro auquel Yves Ternon a participé de façon majeure et qui reste tout à fait d'actualité. Je vous invite, après avoir quitté cette table ronde, à vous précipiter pour acheter les derniers exemplaires de ce numéro 190 de la revue du Mémorial. Il est en bonne place. Vous verrez sur la table consacré au livre sur le Rwanda. Raphaël Maison est juriste, professeur à l'université Paris 11. Elle a publié également des articles importants sur le génocide des Tutsis, dont dans Mediapart, France-Rwanda, l'excuse et l'enquête. Et aussi, ce qui m'a personnellement beaucoup marqué, dans la revue Esprit en mai 2010, que disent les archives de l'Élysée? Et elle interviendra sur le thème « Réalité et étendue du soutien apporté par les autorités françaises aux auteurs du génocide des Tutsis au Rwanda. Quel est l'état des connaissances ?» Alors je vais passer la parole à Yves Ternon avec un curieux privilège, puisqu'en fait, vous êtes mon invité à cette table ronde, mais je suis votre hôte, puisque vous êtes membre du comité scientifique du Mémorial de la Shoah. Et vous intervenez sur deux sujets. D'une part, les bases du négationnisme concernant le génocide des Tutsis, et d'autre part, la désinformation et le rôle de la France. Alors je vous demanderai, Yves Ternon, et vous aussi, Raphaël Maison ensuite, de vous limiter si possible à environ 25 minutes pour que la dernière table ronde puisse se tenir également dans les délais prévus. Je vous remercie. C'est en historien donc que je parle et pas en enquêteur sur le terrain. Parler des deux sujets, c'est les mélanger nécessairement. Donc mon intervention va se centrer sur la période 90-94. Mais auparavant, il faut quand même l'introduire pour expliquer ce que la France allait faire dans cette galère et comprendre pourquoi la France commence à s'impliquer de plus en plus dans la politique du Rwanda. Cela remonte à la période du début de l'indépendance du Rwanda,
où la Belgique, qui avait introduit cette fracture ethniste totalement imaginaire dans la société rwandaise, avait cru pouvoir préserver ses avantages et s'était retirée progressivement, donc laissant une place plus ou moins vide dont la France s'emparait pour intervenir donc au Rwanda dans le cadre de la traditionnelle France-Afrique. Il faut ajouter à cela que, à partir des années 81, donc de l'arrivée du président Mitterrand comme président de la République, une donnée nouvelle s'introduit, probablement liée à la fascination de Mitterrand sur ce que l'on peut appeler le syndrome de Fashoda, c'est-à-dire il est vraiment persuadé que la francophonie, dont le Rwanda marque la limite orientale, est menacée par l'anglophonie, c'est-à-dire l'Ouganda. Donc il va s'attacher de plus en plus, la cellule de l'Élysée va s'attacher de plus en plus à se rapprocher du gouvernement rwandais. Habyarimana paraît être un des bons élèves de la France-Afrique, alors que l'on ignore les persécutions des Tutsis qui, si elles ont été réduites par rapport au régime Kayibanda, reprennent progressivement de plus belle, alors que l'on ignore que c'est un régime qui pratique l'assassinat régulièrement, que les soldats rwandais pratiquent le viol, que le sida s'est développé à partir des années 80. Et surtout, on ignore délibérément la politique d'Habyarimana à l'égard des réfugiés. On demande que les réfugiés reviennent, enfin les Tutsis et même d'autres réfugiés veulent revenir au Rwanda. Ils sont environ 340 000 dans les différents pays, mais on refuse leur arrivée. Et à cette date, pourtant, la politique de la France a été clairement expliquée au sommet de la Baule. Il y a volonté de soutenir les régimes qui développeraient la démocratie, ce qui n'est pas du tout le cas au Rwanda. Et pour comprendre les racines de l'implication française, il faut se reporter à une date très précise, qui est le 1er octobre 1990, c'est-à-dire l'incursion d'une troupe du FPR dans le nord-est-ouest du Rwanda. À partir de cette date, démarre un processus qui va aller en s'enflant. On connaît par le récit de Gérard Prunier le fameux appel de Kigali à Papa Madi, plutôt à Jean-Christophe Mitterrand, qui initie donc le soutien de la France au Rwanda. L'opération Norrois, qui est alors décidée, a pour but simplement, initialement, de permettre l'exfiltration des résidents français, voire étrangers. Et quand les Français arrivent là-bas, le 8 décembre, 7-8 décembre, ils feignent d'ignorer, puisque l'ambassadeur Georges Martre ne leur donne pas les bonnes informations, qu'il y a eu des massacres à Kigali dès cette époque, qu'une première opération de désinformation a eu lieu à Kigali avec des tirs croisés complètement fictifs qui feraient croire que le FPR est déjà à Kigali, alors que cette opération militaire s'est soldée par un échec, puisque la petite armée rwandaise a réussi à contenir l'avancée du FPR et qu'en même temps, le chef charismatique, le commandant Fred, est mort dans des conditions qui ne sont pas encore clairement expliquées. Donc, à partir de cette date, le régime rwandais va manipuler complètement les acteurs français. On parle, quand je dis la France, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-François tout à l'heure. Il s'agit d'une trentaine de personnes qui sont assez bien placées pour représenter la France, c'est-à-dire essentiellement l'Élysée, l'armée, qui dépend directement de l'Élysée, et le Quai d'Orsay avec l'ambassade au Rwanda. Donc on voit dès cette période un retournement de la France, en quelque sorte, des dirigeants français, à partir d'une technique qui, paradoxalement, est indirectement empruntée à la technique française de guerre révolutionnaire. C'est-à-dire que, à partir de plusieurs ouvrages, donc celui du colonel Trinquier de la Chorroy sur la guerre d'Indochine et d'Algérie, et aussi d'un ouvrage de Roger Mukieli qui, lui, dans un autre sens critique, analyse les techniques de désinformation, grâce
à la qualité perverse exceptionnelle du dirigeant des services d'information rwandais, qui s'appelle le colonel Anatole Nzenjiyumva, excuse-moi, j'ai toujours du mal avec le Nzenjiyumva, je savais bien que je buterais là-dessus. Le FPR est accusé de servir donc d'être des terroristes. L'ambassade du Rwanda à Paris prend le relais et accuse évidemment de toutes les thèses d'attaque directe des Tutsis à partir de l'Ouganda. Et d'un autre côté, un maître manipulateur aussi, Ferdinand Nahimana, va développer la théorie du complot. Donc il faut savoir qu'au départ, ils travaillent sur un terrain qui est accepté, qui est préparé, puisque les dirigeants français, dont je vais donner d'ailleurs les noms, sont convaincus des théories racistes. C'est-à-dire qu'il y a deux ethnies qui se combattent au Rwanda. Ils sont convaincus aussi des théories hamitiques, c'est-à-dire du fait que les Tutsis sont des étrangers qui sont venus quelques siècles plus tôt opprimer les Hutus. Donc ils baignent dans ce noyau de négationnisme, bien avant même que les crimes soient commis. Parallèlement, se développe au Rwanda, à partir de 1990, une activité ouvertement raciste avec l'apparition du journal Kangura, qui a pour rôle non seulement de diaboliser les Tutsis, mais de répandre un certain nombre d'idées reçues, de fausses idées sur la diabolisation des femmes Tutsis, et qui aboutit d'ailleurs en décembre 90 à la publication d'un texte absolument ignoble, les 10 commandements du Hutu, qui sont publiés et qui seront d'ailleurs traduits en français, même si le journal Kangura paraît régulièrement en kinyarwandais. Et ce qui est étonnant, c'est que et l'Élysée, et l'armée, et Georges Martre sont incapables de percevoir la menace d'extermination qui est derrière ces propos. Et alors, tout va aller dans le sens de l'accélération de cette désinformation. C'est-à-dire que lorsque le 22 janvier 1991 se produit l'attaque sur la prison de Rwenzori pour libérer des prisonniers du FPR, en réplique immédiate, il y a un massacre, le massacre des Bagogwe, donc de Tutsis, et le processus de diabolisation de l'ennemi va commencer à la fois renforcé dans les milieux rwandais, mais aussi dans l'armée. C'est à ce moment-là, très progressivement, des chefs militaires français vont adhérer et parfois même développer les thèses négationnistes qui font des Tutsis, un groupe qui vient de l'Ouganda, qui va véritablement avoir pour objectif d'étendre ce qu'on appellera beaucoup plus tard le Tutsiland, c'est un mot qui apparaît plus tard, et qui est donc de faire du Rwanda un territoire dépendant de l'Ouganda. Tout cela est assez discutable, même au niveau des services d'information français qui commencent à s'inquiéter. Même le colonel qui dirige Noroît, le colonel Galinier, se demande s'il n'est pas manipulé, il s'inquiète de la haine raciste, et aussitôt il est débarqué et remplacé par le colonel Cussac, qui lui va immédiatement adhérer et largement aux thèses Hutu. Donc cette désinformation va devenir de plus en plus subtile. C'est ce que l'on appelle la propagande noire, qui consiste à annoncer ce que l'on va faire, mais en le présentant comme l'action de l'adversaire. C'est-à-dire que les officiers français vont complètement adhérer à de telles inepties et progressivement même, la subtilité de cette désinformation va s'enrichir d'autres éléments, en particulier de l'interception de messages entre les officiers du FPR, messages complètement imaginaires et qui vont convaincre les Français qui sont là
qu'il y a véritablement un complot, une menace, toutes les bases de ce qui constitue au fond le terreau du futur génocide. Et Anatole Zengi-Yumva va donc être en harmonie assez complète avec la plupart des Français qui sont sur place. Et bien entendu, il est soutenu par Hubert Védrine, qui est le secrétaire général de l'Élysée et qui va être dans toute cette affaire le principal manipulateur. Et qui, on ne sait vraiment pas s'il est capable d'avaler ces énormités ou bien si ça le sert. Évidemment, c'est toujours l'hypothèse que l'on se pose devant les négationnistes, la question que l'on se pose. Associé à lui, qui remplacera vite Jean-Christophe Mitterrand, Bruno Delay, qui est le secrétaire de la cellule Afrique, et puis l'armée, qui est représentée essentiellement par l'amiral Langsade, chef des armées, et donc derrière le président Mitterrand, dont il faut dire tout de suite que Mitterrand est malade, très malade, on le sait, à certains moments même incapable de faire autre chose que de se laisser convaincre à signer tel texte qu'on lui soumet. Donc, dès 1991, il faut savoir que l'armée française ne va cesser de développer son aide militaire en hommes et en munitions aux forces armées rwandaises qui sont, de son propre aveu, totalement nulles, ou en tout cas extrêmement mauvaises sur le plan militaire. Donc il faut vraiment les soutenir largement. D'autre part, elle va adhérer donc à toutes ces thèses et accepter ce qui se projette progressivement, c'est-à-dire la menace d'un génocide, c'est-à-dire la menace d'une extermination des Tutsis. Et elle veut éviter, évidemment, tout le monde veut éviter les négociations avec les belligérants et le risque donc elle tente à manipuler aussi indirectement le FPR pour qu'il puisse faire de nouvelles attaques auxquelles elle répondra directement. Donc cette notion qui va être développée dans un rapport qui est demandé par Habyarimana au colonel Théodore Bagosora, qui est un rapport sur l'ennemi intérieur. Cette notion d'ennemi intérieur est absolument capitale dans les processus génocidaires. C'est-à-dire que dans une guerre, qu'il s'agisse d'une guerre civile ou d'une guerre internationale, il y a deux ennemis. Il y a l'ennemi extérieur et on va reconfigurer la figure intérieure de l'ennemi. L'ennemi intérieur, bien entendu, dans ce contexte, c'est le Tutsi. Et donc, on projette son extermination. Ce qui est assez effrayant, c'est de voir que ces militaires français, ces hommes politiques français, sont prêts à considérer que cette extermination est possible. Évidemment, ils considèrent qu'il faut éviter cette extermination et répondre par un processus démocratique. Mais ils acceptent progressivement ces notions. Et c'est en 1992 que les choses vont déjà se précipiter. En janvier 1992, création des milices Interahamwe. Aussitôt après, création de la CDR en février, c'est-à-dire de la Coalition pour la défense de la République, et qui amorce déjà une divergence entre Habyarimana et sa famille, sa belle famille plutôt, c'est-à-dire la Kazou, la petite maison, la famille de Agathe Habyarimana. Cette formation du CDR va aller de pair avec l'apparition du réseau Zéro. Réseau de tueurs, ce sont des escadrons de tueurs qui vont mener de plus en plus des assassinats d'opposants. Survient alors en mars 92, surviennent alors les massacres du Bougesera et cela va amener Védrine à contrôler en quelque sorte Mitterrand qui envisage quand même le retrait et au contraire à imposer, parce que Mitterrand justement va être opéré en septembre 92, à imposer un développement au contraire de l'aide française au Rwanda. Mais il y a un autre versant des choses, c'est que les Rwandais sont fatigués de cette guerre civile et que progressivement ils sentent qu'il faut négocier avec le FPR. Il y a une négociation à Arusha et d'un cessez-le-feu qui amorce en quelque sorte un processus de paix.
Et le CDR ne va jamais cesser d'essayer de détruire ce processus de paix, en même temps qu'il s'oppose plus ou moins à Habyarimana, qui lui sent qu'il est bien obligé d'aller dans ce sens. C'est d'ailleurs en novembre 92 que le colonel Bagosora réunit à Butatori d'un groupe d'extrémistes qui non seulement envisagent le sabotage du processus de paix, mais également de procéder plus tard à l'extermination des Tutsis. Alors, là aussi, on se demande comment réagit la France. On sait qu'elle tient à bout de bras cette armée, qu'elle ne cesse de développer le nombre de Français qui sont présents au Rwanda. On sait par les témoignages que les Français sont présents sur les barrages, par exemple, où il y a une sélection des personnes, où ils remettent souvent, il est arrivé, on a des témoignages, ils remettent aux Hutus des personnes dont la carte d'identité est marquée Tutsi. Donc, il semble qu'il y ait une certaine, j'oserais pas dire le mot jouissance, mais un certain plaisir des militaires rwandais à faire leur Kriegspiel au Rwanda, c'est-à-dire des militaires français, pardon, à faire leur Kriegspiel au Rwanda, c'est-à-dire sans danger aucun, à expérimenter sur ce terrain idéal les principes de la guerre révolutionnaire, sans se rendre compte de la menace qui va être croissante et qui pourtant va se préciser de plus en plus. C'est pourquoi en juin 92, l'armée française crée le COS, le commandement des opérations spéciales, puis la DGSE va créer la DRM, la direction des renseignements militaires, qui vont donc renforcer les troupes du DAMI, qui sont là dans des différents DAMI, départements d'assistance militaire, je crois, qui vont se trouver, détachement, pardon, d'assistance militaire. Bon. Donc, à la fin 92 et au début 93, il est évident que la situation se précipite et que dans les milieux bien informés de ces événements, on commence à s'inquiéter. C'est pourquoi en janvier 93, la Fédération internationale des droits de l'homme envoie une commission à Kigali. Dans cette commission participe Éric Gillet, qui est un avocat belge, Alison Desforges, qui est une représentante de Human Rights Watch, et Jean Carbonaré, qui est le président de Survie. Et leurs conclusions sont terrifiantes. Elles disent effectivement que tout est faux dans la désinformation, enfin tout est vrai, tout est désinformation dans la propagande du gouvernement rwandais, qu'elle précise l'action très ambiguë des Français et elle ajoute que la politique d'assassinat se développe de plus en plus. C'est alors que le 24 janvier 1993, à Antenne 2, Jean Carbonaré dit franchement qu'il y a une menace de génocide au Rwanda. Son émotion est telle que je crois qu'une bonne partie de l'opinion française est émue par cette révélation et que automatiquement cela entraîne une réplique du côté du gouvernement, en tout cas de la cellule de l'Élysée. Le DAMI va passer sous les ordres du colonel Delors, qui est le chef de l'opération, qui est alors le chef de l'opération Norrois. Et alors se produisent en février 93 de nouvelles violences. Dans la préfecture de Gisenyi, 258 personnes, je crois, sont assassinées, des Tutsis bien entendu. Le FPR réagit par une offensive et évidemment tout s'enclenche et on va en profiter après la petite attaque que conduit le FPR à retourner l'opinion des journalistes français pour les convaincre de la réalité du complot Tutsi. C'est à ce moment-là que Stephen Smith se fait retourner avec plein d'autres et que la désinformation prend une forme de plus en plus intense. Donc, on est au début 93 et les Rwandais, le gouvernement rwandais se rend compte qu'il ne va pas pouvoir empêcher le développement du processus de paix, que les négociations ont repris, que l'ONU désire s'occuper elle-même, prendre elle-même en charge une mission de surveillance au Rwanda et que les Français puissent partir.
Et c'est à cette époque que la droite revient au pouvoir, avec le gouvernement Balladur, Alain Juppé au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères. Et j'ai essayé d'être plus bref, c'est ça? Encore 6 minutes. Encore 6 minutes, d'accord. Ben, ça va être un peu difficile de faire la suite alors. Bon. Et Léotard à la Défense. Dans cette perspective, il n'arrive pas à empêcher donc la signature en août 92 des accords d'Arusha. En août 93, pardon, des véritables accords d'Arusha qui organisent donc un processus démocratique au Rwanda. C'est alors que survient nouvelle catastrophe, le 20-21 octobre, l'assassinat de Melchior Ndadaye au Burundi par des putschistes tutsis. Cela rappelle évidemment les événements de 72, cela est largement utilisé et ça entraîne en réplique un carnage de tutsis et tout se prépare en fait pour les événements de 1994. Donc, je vais être bref sur la période de la fin 93. On sait que les Français doivent officiellement partir, je dis officiellement parce qu'il y a des petites cellules qui vont demeurer pour décembre 94, décembre 93, bien entendu, que la Minuar arrive en novembre 93, donc que la période 93-94, les 3 premiers mois, ne concerne guère officiellement la France. Néanmoins, quand survient l'attentat du 6 avril, c'est-à-dire la destruction de l'avion du président Habyarimana, les différentes organisations françaises semblent complètement surprises, décontenancées, alors que c'était déjà un petit peu annoncé, on en parlait, on avait parlé dans la propagande rwandaise d'un petit événement, d'une petite chose qui va arriver. Bref, l'implication de la France, et je vais être bref, pendant ces 3 mois, va être assez énorme par rapport en quelque sorte au fait qu'elle n'est plus sur place, ou guère sur place. Premièrement, Bruno Delay dit immédiatement que c'est la faute du FPR. C'est lui qui a préparé l'attentat alors qu'on en est encore dans l'accusation contre les Belges. L'ambassadeur Georges Martre, qui a remplacé Jean-Michel Marlan, pardon, qui a remplacé Georges Martre, réunit dans l'ambassade de France les organisateurs, les premiers organisateurs du génocide, et qui forment le gouvernement intérimaire, c'est-à-dire le gouvernement qui va opérer le génocide. Alors que il y a manifestement dans l'armée rwandaise un mouvement d'inquiétude, des négociations auraient pu avoir lieu avec ceux qui représentaient, même après l'assassinat de la première ministre, qui représentait même après l'assassinat de la première ministre, la démocratie, la possibilité démocratique au Rwanda. Donc on l'ignore. Et même la France va à l'ONU défendre la position demandant le retrait des Belges de la Minuar. Et dès le premier mois, le gouvernement intérimaire va envoyer 2 de ses membres à Paris négocier avec d'une part l'Élysée, d'autre part Alain Juppé, pour obtenir des armes. Ils ont été reçus, ce qui est déjà beaucoup parce que la Belgique et les États-Unis refusaient toute relation avec le gouvernement intérimaire. 1 mois plus tard, on enverra le représentant un dirigeant de l'armée rwandaise, du gouvernement intérimaire de l'armée, négocier pour des achats d'armes auprès du ministre de la Coopération, alors que le gouvernement Balladur a décidé l'embargo sur les armes. Je ne traiterai pas du problème des achats d'armes. Il est très facile de le maquiller et de ne plus rien y comprendre quand on veut pénétrer dans ce domaine. Mais ce qui est important, c'est que, en dépit de la tentative de désinformation qui a toujours lieu, de par l'Élysée en particulier, de désinformation de dire que c'est le FPR qui est responsable, c'est le FPR qui massacre, les informations sont de plus en plus nettes, on parle de génocide. Juppé est même obligé, après Boutros-Ghali et le pape, de parler de génocide, et Bruno Delay est contraint de recevoir les représentants de Médecins du Monde et de Médecins sans frontières. Il va falloir que la France change d'attitude et on s'oriente à ce moment-là
vers une intervention possible au Rwanda, dans la mesure aussi où on craint une intervention de l'Afrique du Sud, où Mandela vient d'être élu, qui aurait pu être en quelque sorte une intervention anglophone contre le Rwanda. Donc, toute cette crainte française va se matérialiser dans la demande, la proposition à l'ONU de la formation, puisque la MINUAR qui est prévue va tarder, d'une opération qui va être menée par la France. Or, la personne qui va être responsable de cette préparation, le colonel Rosier, prend alors contact avec le colonel Zenji Youmsa. Il lui explique que la France va intervenir et Zenji Youmsa va expliquer que les Français seront accueillis comme des libérateurs. Donc déjà, nouvelle des informations, mais il s'inquiète aussi du problème sur lequel je vais terminer de Bicécero. Donc le 23 juin, la résolution 929 de l'ONU est votée. Aussitôt après, quelques heures après, les Français pénètrent par le sud du lac Kivu au Rwanda avec un appareil militaire extraordinaire, comme s'ils allaient faire la guerre. Ils sont accueillis comme des libérateurs par une population dont ils réalisent vite qu'il y a des charniers partout, que cette population comprend largement des génocidaires. Et Turquoise avait pour but officiel de libérer les 8000 Tutsis de Nyarushishi, j'ai du mal avec le rwandais, Nyarushishi. Et en fait, la question clé, c'est Bicécero. C'est Bicécero et le problème de Bicécero, qui n'est pas encore très clarifié actuellement, se passe en plusieurs étapes. Première étape, averti par un journaliste anglais, Sam Keeley, Marin Gillier découvre des survivants. Mais en même temps, les tueurs sont avertis du lieu où se trouvent les survivants. Le lendemain, le colonel Jean-Rémy Duval se rend aussi à Bicécero et ils prennent tous conscience d'avoir été manipulés et d'avoir aidé à sortir les survivants pour que les tueurs les liquident. Et en fait, ce qui était important, c'est que les appels à l'aide multiples, et en particulier au colonel Rosier Duval, ne vont pas être reconnus. Le colonel Rosier ne reconnaît pas avoir reçu cet appel, alors que manifestement, il l'a reçu. Donc, les 2/3 des survivants de Bicécero sont assassinés avant l'arrivée des Français. Puis, le 4 juillet, c'est la fin de la guerre. La France s'en sort avec son opération Turquoise en créant une zone humanitaire sûre qui a pour seul but l'exfiltration des assassins et de partie du gouvernement intérimaire qui se trouve dans la région. Il y a une opération au nord qui n'est pas non plus très claire du côté de JCNI, où il n'y avait rien à faire, parce que je ne l'ai pas dit, mais à JCNI, dans les 24 heures qui suivent l'attentat, toute la population Tutsi qui restait est assassinée. Et le 21 août, les derniers militaires français quittent le Zaïre. Et c'est la dernière des informations avec les camps de Goma, du sauvetage, de la compassion, du choléra. La France a-t-elle été manipulée? C'est certain, quand on voit qu'aujourd'hui encore des hommes politiques, et non les moindres, qui ont participé à ces actes, refusent de reconnaître leurs responsabilités, refusent de dire s'ils étaient vraiment conscients de ce qu'ils ont fait, car on ne peut pas conclure cet exposé sans dire que la responsabilité de la France, par l'intermédiaire de ces personnes, dans le génocide des Tutsis au Rwanda est écrasante. Je vous remercie. Merci Yves Ternon. Je t'ai demandé 25 minutes, tu en as fait 29, on ne va pas t'en vouloir. Et je te remercie d'avoir insisté sur un épisode que vous avez entendu ce matin, si vous étiez là pour la venue et l'exposé de Bernard Kouchner. Vous vous souvenez qu'il a dit ce matin que devant Nelson Mandela, enfin plutôt devant François Mitterrand, il avait demandé à Nelson Mandela d'intervenir au Rwanda. Et apparemment, Bernard Kouchner, qui a quand même des côtés un peu naïfs, ce que tout le monde a pu constater,
ne s'est pas rendu compte qu'il agitait un chiffon rouge devant François Mitterrand, parce que Nelson Mandela, ce n'était pas seulement le héros de la lutte anti-apartheid, c'était un représentant du monde anglo-saxon, et c'était visiblement une des raisons de la précipitation de Mitterrand à déclencher l'opération turquoise, en même temps que la volonté de sauver l'armée rwandaise en déroute pour lui permettre de reconquérir autant que possible le Rwanda. Bon, mais c'est un petit aparté, je crois que c'était intéressant que tu en parles. Je vais laisser la parole donc à Raphaël Maison, qui va nous parler de la réalité et de l'étendue du soutien apporté par les autorités françaises aux auteurs du génocide des Tutsis au Rwanda. Raphaël Maison, quel est l'état des connaissances, si possible en 25 minutes? C'est évidemment mission impossible. Donc les initiateurs de ce colloque, que je remercie, parmi lesquels évidemment Marcel Cabanda, m'ont invité effectivement à parler de l'état des connaissances, ou plus précisément des progrès de la recherche sur la question suivante que vous venez de rappeler, par qui, à quel point l'État français s'est engagé dans la collaboration avec les auteurs du génocide des Tutsis au Rwanda. Une question déjà qui est quand même assez clairement orientée, je dirais. Alors je vais revenir sur les faits, mais qu'a déjà très largement évoqué Yves Ternon à l'instant. Et avant cela, je voudrais faire quelques développements précisément sur cette question qui m'a été posée, le début de la question, les progrès de la recherche. L'état des connaissances, les progrès de la recherche. Alors, je voudrais saisir cette occasion de parler devant vous pour, en quelque sorte, plaider en faveur d'un véritable travail et d'une réflexion universitaire, je suis universitaire, sur ces questions fondamentales. Parce qu'en effet, à ce jour, les connaissances ont considérablement progressé, me semble-t-il, mais plutôt précisément en dehors du champ de la recherche officielle. Alors, on a quelques travaux universitaires qui sont explicitement consacrés à la France au Rwanda. Je pense par exemple à certains ouvrages de politistes ou de spécialistes de relations internationales. Je pense à l'ouvrage du chercheur David Ambrosetti, La France au Rwanda, un discours de légitimation morale, et à sa thèse aussi, La politique internationale comme espace de jugement, la pratique légitimatrice de la diplomatie française dans la gestion onusienne des conflits en 2005. Alors, cet auteur traite des stratégies, notamment onusiennes, de la France, son discours diplomatique, dans un cadre assez théorisant. Évidemment, il faut le signaler. Alors, je songe aussi, d'un point de vue des productions universitaires, spécifiquement sur ce sujet, à la thèse du chercheur belge Olivier Lanotte. Les universitaires belges qui sont parmi nous la connaissent sans doute. Cette thèse qui est immédiatement consacrée au sujet d'Olivier Lanotte, La France au Rwanda, 90-94, avec un titre que je trouve personnellement un peu bancal, mais entre abstention impossible et engagement ambivalent. Bon. Alors, il s'agit d'un travail certainement intéressant, dont l'ambition théorique est bien moindre par rapport aux travaux que je viens d'évoquer, mais qui me semble aujourd'hui un peu dépassé, notamment parce qu'il repose sur des sources dont la fiabilité a, depuis la publication, depuis la parution, été mise en doute, notamment l'ouvrage le témoignage de Rouzi Biza. Alors, sur la conclusion de cette thèse universitaire, donc produite par un chercheur belge, on peut sans doute aussi hésiter, même s'il y a des éléments intéressants dans la thèse. Selon Olivier Lanotte, on peut reprocher à la France finalement une erreur d'appréciation dans son choix, et je le cite, de manier à la fois la carotte, le soutien au régime rwandais, et le bâton, des pressions pour son évolution, l'évolution de ce régime rwandais entre 90 et 93. Cette évaluation me semble, en réalité, plutôt décalée et même peut-être un peu naïve par rapport à ce qui est connu désormais. Et on peut dire aussi que ce travail tend, à certains égards, à assimiler la position française, par exemple la position diplomatique de la France, l'assimiler à l'abandon du Rwanda par les autres pays occidentaux, alors que, précisément, la position française est quand même assez singulière dans cette histoire. Alors, on peut aussi, d'un point de vue universitaire, signaler plusieurs textes de Gérard Prunier, qui a déjà été cité, notamment sur l'opération turquoise.
Alors par ailleurs, toujours dans le champ universitaire, on peut signaler sur ce sujet que des universitaires ont participé aux enquêtes, je dirais entre guillemets, aux enquêtes militantes ou citoyennes sur le rôle de la France au Rwanda. Je citerai par exemple Géraud de la Pradelle, et je dois avouer par souci de transparence ici que j'ai été sa suppléante à la commission d'enquête citoyenne sur le rôle de la France au Rwanda, Catherine Cocchio qui est dans la salle, Yves Ternon si mes souvenirs sont bons, Laure Corré qui est présente aussi, Charlotte Lacoste, François Graner, donc des universitaires participent à ce type d'enquête, mais généralement hors finalement de leur champ spécifique. Généralement, il s'agit de juristes, de littéraires, éventuellement de scientifiques, sauf peut-être pour Gabriel Periès, qui a aussi œuvré dans cette matière, qui lui est un politiste spécialiste des doctrines militaires françaises contre-insurrectionnelles qui viennent d'être évoquées. Alors évidemment, on doit aussi au chercheur Jean-Pierre Chrétien, qui a parlé ce matin, Marcel Cabanda, mais aussi à José Kagabo, d'avoir proposé des analyses sur la production négationniste française. Et je songe notamment au beau colloque qui a été organisé par José Kagabo à l'UHSS il y a quelques années. Ce même José Kagabo, d'ailleurs, qui est maître de conférence à l'UHSS, faisait partie de la commission rwandaise Muccio, dont le travail a été partiellement décrypté dans la revue Esprit qu'on a citée tout à l'heure par Stéphane Audouin-Rousseau, qui présidait une table ronde il y a quelques minutes. Alors, je signale ce point, les recherches qui émanent des milieux universitaires français sont assez nombreuses finalement sur le discours officiel français post-génocide, sur le discours à tendance négationniste, mais finalement ces recherches universitaires, par-delà le fait que des universitaires participent à des enquêtes, mais souvent en dehors de leur champ de spécialité, ces recherches universitaires sont étonnamment peu nombreuses sur les événements eux-mêmes. Parce que les progrès sur les connaissances, les progrès des connaissances factuelles, des connaissances de fait sur la France, qui sont quand même indispensables pour envisager le génocide, me semble-t-il, le génocide des Tutsis au Rwanda, les progrès de ces connaissances factuelles sont en réalité souvent le fruit d'enquêtes journalistiques. Alors je ne vais pas citer tout le monde, il y a certainement des journalistes importants que je vais oublier, mais je cite Patrick de Saint-Exupéry, Jean-François Dupaquier, Laure de Vulpian, Colette Brackman, Benoît Colomba, David Servenet et plus contesté Serge Farnel, qui a évidemment un travail plus contesté. Donc des enquêtes de journalistes extrêmement importantes, des enquêtes militantes ou citoyennes que je viens d'évoquer, la commission d'enquête citoyenne sur le rôle de la France au Rwanda, un certain nombre de chercheurs liés à l'association Survie ou à d'autres associations, je pense évidemment à Jacques Morel, à Bruno Boudiguet ou à Jean-Pierre Goutteux. Donc les connaissances factuelles sont plutôt issues de ce type de travail ou bien d'enquêtes officielles, commission parlementaire française qu'on a évoquée précédemment, ou commission rwandaise, des commissions qui sont de nature variée. Alors, on peut dire que ces enquêtes finalement de journalistes extrêmement importantes, ou ces enquêtes militantes, sont quand même souvent reléguées au rang de production polémique, c'est-à-dire non scientifique, et en conséquence ne pouvant pas faire référence dans le champ de la production universitaire, plutôt dans le champ de la production autorisée des connaissances. Et on lit parfois même qu'il serait nécessaire, dans le cadre qui a été évoqué récemment d'une hypothétique ouverture des archives françaises, qu'il serait nécessaire d'en réserver l'accès à ceux qui font montre de projets purs. Et je cite ici Claudine Vidal, qui est une chercheuse spécialiste à l'origine, je crois, de la Côte d'Ivoire, puis du Rwanda, qui s'exprimait ainsi récemment dans Le Monde. Je cite cet extrait d'un article du 17 avril 2014, qui est quand même assez savoureux. Il conviendrait de filtrer les demandes d'accès aux archives afin de ne pas laisser des gens dont la passion dénonciatrice est le mobile principal faire n'importe quoi. Donc je trouve que c'est un très bel et plutôt effrayant quand même exemple de proposition de contrôle des mobiles pour une recherche vraiment indépendante. Alors, selon moi, il est quand même grand temps de changer d'optique et d'envisager sérieusement ces avancées issues des enquêtes, des journalistes ou des militants. Alors, j'ai noté que les coordinateurs du récent numéro extrêmement passionnant
de la revue XXe siècle consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda, qui doit se trouver ici, je suppose, les coordinateurs qui ont parlé tout à l'heure, Stéphane Audouin-Rousseau et Hélène Dumas. Ce numéro extrêmement intéressant, qui, selon sa présentation même, place les pratiques et les échelles micro-locales au centre de ce dossier d'histoire sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Ils affirment, et ils pourront peut-être me répondre, avoir volontairement exclu la question du rôle de la France, je cite, dans les événements de 1994, parce qu'il s'agit d'un dossier en soi, ce à quoi je serais évidemment d'accord, et aussi parce que les polémiques qu'il suscite, ce rôle, obscurcissent la question centrale du génocide lui-même. Alors, cette deuxième partie de la formule me paraît assez contestable. En quoi la question centrale du génocide des Tutsis au Rwanda serait-elle obscurcie par un travail sur l'influence française ? Certes, au niveau micro-local dont il est question, en 1994, il n'est peut-être pas toujours question de cette influence, mais si on déplace le curseur pour rapprocher plus largement l'histoire de ce génocide, il me semble qu'il en va tout autrement. Et l'une de ces spécificités, à mes yeux, mais je ne suis pas particulièrement une source autorisée, que l'une de ces spécificités consiste dans son rapport assez immédiat avec une politique france-africaine, une politique qui a des incidences, on l'a dit déjà, sur la constitution du gouvernement intérimaire et sur les réactions internationales, ça a été évoqué aussi, pendant le génocide lui-même. C'est peut-être pour cette raison même, l'influence française, qu'une histoire générale et non micro-locale ne pourra jamais voir le jour, peut-être. Et en tout cas, pour ce qui est du récit judiciaire que je connais mieux, c'est ce qui s'est produit dans la constitution du récit judiciaire international devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, où le rôle de la France a été très largement, même complètement, éludé. Donc selon moi, l'analyse universitaire du génocide des Tutsis du Rwanda devrait se saisir de ces éléments factuels et elle devrait s'en saisir en repensant ces catégories d'analyse. L'importance de l'événement que constitue le génocide des Tutsis au Rwanda, qui est unanimement reconnu, tout comme la gravité des faits relatifs à l'influence française, exige qu'un tel travail soit conduit, au risque de reléguer la production française, la recherche française, à un statut de recherche finalement officielle, acceptable, et au risque surtout que ne soit jamais universitairement élucidée l'influence française, et en conséquence, me semble-t-il, une des spécificités de ce génocide. Alors, certes, ce ne serait pas la première fois qu'une catastrophe resterait dans cette zone du non-visible et du non-analysable, mais au regard des moyens dont nous disposons en France, et je répète la gravité de cet événement, ce serait quand même assez troublant. Donc, selon moi, la recherche dans ce champ devrait réintroduire l'histoire événementielle, l'histoire politique, l'histoire diplomatique, et s'ouvrir à des approches qui ne sont pas nécessairement à l'honneur en France à l'heure actuelle, par exemple les études coloniales, postcoloniales, y compris relatives aux pratiques et aux doctrines militaires françaises. La recherche devrait aussi prendre en compte des travaux relatifs aux pouvoirs officieux, études des réseaux, qui est très largement menée par Jean-François Dupaquier, espionnage, France-Afrique. Parce qu'il me semble, et en voyant ce qui se produit, que c'est aussi parce que l'influence française ne peut être saisie que par le moyen de cet ensemble de disciplines que cette influence ne s'impose pas à l'heure actuelle comme un objet d'étude évident. Elle ne s'encadre pas dans les tendances académiques contemporaines, elle ne mobilise pas qu'un seul champ disciplinaire, et en conséquence, l'événement ne peut être scientifiquement reçu, compris ou approfondi. Alors je voudrais souligner plus rapidement un autre obstacle au progrès des connaissances qui réside dans la possibilité, et ça tout le monde le sait, on en a beaucoup parlé, d'une qualification juridique, et plus précisément d'une qualification pénale, ayant des conséquences immédiates pour les acteurs encore vivants de cette histoire. Or, évidemment, les universitaires ne veulent pas se faire procureurs, et ils ont certainement raison, mais est-ce que cela interdit la recherche sur des épisodes pénalement qualifiables ? Non.
Il n'en demeure pas moins que les conditions de production du savoir doivent être comprises en rapport avec cette vie juridique. Vie juridique qui s'est manifestée de manière variée pour d'autres aspects historiques de la politique française, les lois d'amnistie pour ce qui est de la guerre d'Algérie, le crime contre l'humanité introduit finalement tardivement en France pour ce qui est du régime de Vichy. Ici, pour le cas qui nous concerne, le génocide et la complicité de génocide est immédiatement punissable par la loi d'adaptation du statut du tribunal international, adoptée en France en 1996. Et la vie juridique française s'est prolongée par l'emploi, on le sait, de la catégorie du terrorisme pour saisir l'attentat du 6 avril dans la tentative de désinformation ou de réécriture de l'histoire du génocide portée par l'enquête bien connue du juge Bruguière. Alors, ce contexte juridique a évidemment aussi des incidences multiples sur la production des connaissances. Et je reprends une formule que j'ai trouvée assez intéressante de l'introduction du livre de David Servenet et Gabriel Perriès, Une guerre noire, où ils relatent leur rencontre avec un général en retraite de l'armée française qui est apparemment affecté par le rôle de l'armée française au Rwanda. Et ce général leur livre cette analyse à la fin de l'entretien. Je cite, « Le général, ils ont été bien la mission qu'ils laissent. Ils nous ont évité le tribunal international. » Donc l'enquête sur les faits, particulièrement sur ce sujet, ici il s'agit de l'enquête parlementaire, la mission qu'ils laissent, peut aussi servir une stratégie de disculpation pénale. Évidemment, ces éléments juridiques ont un effet sur l'état des connaissances. Alors, je ne vais pas revenir longuement sur les faits parce que je pense qu'il nous faudrait 20 jours pour faire le bilan. Je reviens brièvement sur la question des faits. Le pouvoir français, ses orientations partiellement contradictoires dans cette période. Tout n'est pas élucidé, loin de là. Les sources ne sont pas complètes, mais ça n'interdit certainement pas, à mes yeux, qu'un premier regard y soit porté de manière interrogative. Alors, quels éléments factuels ? Je vais être rapide, ne vous inquiétez pas. 90-93... Premier point, le soutien politico-militaire dans la guerre civile, avec la décision d'intervention, son ampleur. Là, on a des éléments quand même assez bien connus. Les formes de l'intervention, formation de l'armée rwandaise, aide au maintien de l'ordre, c'est pas la même chose. Participation au conflit contre le FPR, livraison d'armes. Alors là, on a des formes qui sont connues, mais peut-être leur étendue est encore à préciser. Deuxième élément, dans la période 90-93, le processus d'Arusha, dont tout le monde a parlé. Un soutien diplomatique parallèle à cette aide militaire, un soutien diplomatique au processus de paix. Alors là, c'est comme si on avait deux France, finalement. Un soutien extérieur à des accords de paix, qui est quand même assez étonnant et même stupéfiant, lorsqu'on constate que ce soutien est apporté en parallèle d'un engagement militaire majeur. Comment est-ce qu'on peut soutenir un processus de paix entre des belligérants quand on est finalement soi-même l'un des belligérants? Donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir et à reprendre sans doute sur les négociations d'Arusha. Alors je passe très rapidement à 94. Premier point, la participation au coup d'État. Alors là, il y a des éléments à préciser. Participation au coup d'État, l'attentat non élucidé. Mais on a des éléments qui permettent de dire qu'il y avait des militaires français après l'attentat sur les lieux, et aussi la question de Paul Baril, et aussi la question de l'assassinat trouble de gendarmes responsables des communications. Bon, mais là, tout ça est encore très flou. Mais l'attentat. Ensuite, la formation du gouvernement intérimaire, dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. Et ça, les sources sont claires, les sources du tribunal international. On sait que les extrémistes qui ont été pressentis pour former ce gouvernement ont été protégés plusieurs jours à l'ambassade de France. Alors, est-ce que l'ambassadeur a créé le gouvernement ? C'est pas comme ça que c'est présenté. Mais en tout cas, les sources du tribunal international permettent de dire qu'ils sont présents à l'ambassade et qu'ensuite, ils sont convoyés à l'endroit, je crois que c'est l'hôtel des diplomates, où ils prêtent serment. Alors, ensuite, intervention dans cette partie coup d'État, il y a l'intervention à Marilis, 10-14 avril, avec toute une série de faits extrêmement troublants, évidemment, l'abandon des personnels Tutsis, l'évacuation des familles des extrémistes, la non-intervention dans le contexte de la formation de ce gouvernement intérimaire, ainsi que la livraison d'armes. Alors, il y a des éléments très précis qui sont déjà assez clairement attestés, d'autres qui sont sans doute encore un peu plus flous. Donc ça, c'est la période du coup d'État. Période du génocide, là, les faits sont quand même plus insaisissables, plus difficiles
à manier, puisqu'on est dans le champ de l'officieux. Alors, vous avez évoqué, M. Ternon, un soutien politique et diplomatique au GIR, au gouvernement intérimaire. Oui, ça je pense que c'est assez clair. Contrôle au Conseil de sécurité des Nations Unies aussi. Maintenant, la livraison prolongée d'armes avant l'embargo et après l'embargo, tout ça est un peu plus complexe. Et aussi, je signalerai évidemment cette stratégie indirecte qui est proposée par le général Queneau, qui est le chef de l'état-major particulier de François Mitterrand. Stratégie indirecte qui est proposée le 6 mai pour, je le cite encore, rétablir un certain équilibre. Alors, on ne sait pas quels ont été les effets. Là, évidemment, il y a beaucoup à dire. Mais on sait qu'il est possible qu'il y ait eu recours à des intermédiaires. Toujours la question Baril, qui fait l'objet d'une procédure en France, Paul Baril. Et on peut poser aussi la question de la présence de mercenaires, de soldats blancs ou de mercenaires. Et là, il s'agit de l'enquête qui est assez critiquée, mais qu'il faut peut-être quand même regarder, de Farnell et aussi de l'ouvrage de Boudiguet. Alors, troisième point, évidemment, turquoise. Fonction de l'opération, s'agit-il d'éviter la défaite du gouvernement intérimaire? S'agit-il d'une opération humanitaire? Là, on a quand même un certain nombre d'éléments. Après, il y a des questions qui se posent sur le déroulement de l'opération, qui ont été évoquées tout à l'heure, Bicécero, mais aussi la maîtrise des camps, le sort des rescapés, Bicécero, la protection du gouvernement intérimaire. Et puis, enfin, les suites de l'opération, je vais très vite, avec le déplacement aux Zaïre. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure, qu'on a un récent témoignage du militaire Guillaume Ancel, qui dit qu'il a eu originellement l'ordre de stopper le FPR à Kigali et qu'il a ensuite reçu aussi l'ordre de restituer des armes confisquées aux génocidaires dans la zone humanitaire sûre avant le départ des forces françaises. Il y a aussi la question des exactions directement perpétrées par l'armée française, mais qui font là l'objet d'enquêtes pénales. Je pourrais éventuellement répondre à quelques questions sur ce point si vous le souhaitez. Évidemment, il y a aussi l'après 94, avec le contrôle diplomatique qui perdure. Je pense à la création du tribunal international et le positionnement de la France vis-à-vis du nouveau Rwanda. Quelle est la position de la France dans l'aide à ce nouveau gouvernement? Et puis évidemment les tentatives d'imposition d'un récit officiel, notamment par l'enquête Bruguière. Alors la question de tous ces faits, certains sont vraiment clairement établis, d'autres moins. La question se pose de l'interprétation de ces faits. Quelle interprétation, quelle compréhension? Alors, certains parlent de collaboration, en faisant le parallèle peut-être avec la période de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Pour ma part, mais tout ça est encore en questionnement, je dirais. Il me semble que le lien doit plutôt être fait avec la politique coloniale, éventuellement avec une tradition de massacres coloniaux français, qui ont quand même existé. Une politique africaine qui est évidemment en mutation après les décolonisations. Une nouvelle politique africaine, décidée dans un cercle très restreint, on l'a déjà dit, souvent officieux, une politique éminemment militaire, de co-belligérance, avec des stratégies réciproques de l'État africain dont il est question, le Rwanda, et de la France. Stratégie d'extraversion du Rwanda, stratégie d'intervention de la France. Vous avez beaucoup insisté, Monsieur Ternon, sur la manipulation des Français. Bon, c'est une hypothèse qui parie beaucoup sur on ne peut pas l'exclure, mais quand même sur une forme de naïveté des militaires français, des politiques français. Bon, en tout cas, c'est à voir précisément. Alors, pour conclure, je citerai Pierre Vidal-Naquet, qui a déjà été cité tout à l'heure dans son texte Disparition, qui précède la réédition de l'affaire Audin, où il explicite sa démarche, je le cite, « À partir du moment où le juge d'instruction n'avait pas fait son travail, c'était à l'historien de le faire. Je m'efforçais donc de lire les textes sans préjugés, et je n'écartais a priori aucune hypothèse, y compris celle de l'évasion d'Audin. » Alors évidemment, il s'agissait là d'un dossier d'instruction qu'il a étudié très spécifique, très ponctuel, très micro finalement. Dans le cas rwandais, les angles d'approche sont pluriels, l'objet est beaucoup plus large, diplomatie, fonctionnement étatique du Rwanda, de la France, politique du Rwanda, de la France, engagement militaire, circuits officieux. On a des sources variées, judiciaires, des archives, des sources orales,
Et c'est pour ça qu'il me semble aujourd'hui nécessaire, et c'est un appel que je lance, d'envisager la constitution d'un groupe de recherche pluridisciplinaire, international, sur la question, et oui, de la politique française au Rwanda. Un groupe de recherche qui aurait pour fonction d'abord d'identifier les thèmes prioritaires, d'identifier les sources disponibles, non disponibles, ce qui pourrait être demandé, et puis de réfléchir sur les méthodes de travail, différents types d'archives, histoire orale, enquête sociologique, tout ceci dans le but de tenter de constituer une première évaluation universitaire du rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Je vous remercie. Merci Raphaël Maison. Alors, on n'aura sans doute pas le temps de donner la parole à la salle, mais vous pouvez être interrogé par l'un ou l'autre à la suite de cette réunion. J'ai quand même une question à vous poser, Raphaël Maison. Vous avez fait une sorte de tableau, de fresque du paysage actuel des connaissances et du manque de moyens que nous avons pour obtenir une meilleure compréhension et un meilleur accès aux sources. Et vous avez souligné aussi que l'histoire de la France au Rwanda impliquerait une analyse pluridisciplinaire impliquant peut-être non seulement des universitaires, mais peut-être aussi des journalistes, pas forcément les mieux formés à analyser des textes, mais en tout cas les mieux formés à les trouver, parce que, vous le savez sans doute, la plupart des textes qu'on dit couverts par le secret défense, nous les avons. Et on est prêt à les partager. Mais en même temps, et ça m'ennuie de dire ça ce jour où, sans doute par l'abstention électorale, on va voir se dessiner une nouvelle preuve de la fracture morale entre les Français et leur classe politique, c'est notre incompréhension du refus de cette classe politique, droite et gauche confondues, il faut bien le dire, et on peut même ajouter l'extrême droite, car je ne crois pas qu'elle demande la vérité sur le Rwanda, et ni l'extrême gauche d'ailleurs parfois, cette incapacité, même ce refus de la classe politique d'avancer sur ce dossier. Alors est-ce qu'il n'est pas le temps d'inventer une nouvelle initiative citoyenne, que ça s'appelle, comme le proposait Bernard Kouchner, un tribunal Russell pour le Rwanda, à condition de trouver un prix Nobel fiable qui préside ça, comme Bertrand Russell, ou un jury d'honneur, ou un comité historien, ou une nouvelle commission d'enquête citoyenne, qui rassemblerait justement à la fois toutes ces sources, tous ces apporteurs éventuels de documents, de réflexion, et puis un groupe de gens connus pour leur valeur morale et qui permettrait de dépasser complètement le refus de la classe politique française, de nous aider à combler cette blessure que nous avons tous 20 ans après et qui devient intolérable. Raphaël Maison. C'est-à-dire que moi, je suis un petit peu partagée, si vous voulez, parce que mon idée principale, mais qui risque de ne vraiment... Enfin, mon souhait principal, qui n'aboutira certainement pas, c'était plutôt qu'une enquête parlementaire soit relancée, parce qu'il me semble que... Je sais que c'est irréaliste, mais c'est une logique, si vous voulez, politique. C'est-à-dire il est question de politique française, donc c'est le politique français qui doit se saisir de la question, à mon avis. Mais maintenant, pourquoi pas relancer un travail citoyen. Alors, mais ce qui me gêne un petit peu là-dedans, si vous voulez, c'est que ce travail, il a déjà été fait de manière assez approfondie à la commission d'enquête citoyenne. Alors, est-ce qu'il faut... Et cette commission, bon, nécessairement, elle s'est peu à peu épuisée. Alors, est-ce qu'il faut refaire ça? Voilà, c'est pour ça qu'il me semble que constituer un jury d'honneur, alors pourquoi pas? Mais alors, qui on va mettre? Comment ils vont travailler? Enfin, vous voyez, moi, je trouve que ça serait intéressant, finalement, que l'initiative vienne... Parce que les journalistes ont été extrêmement mobilisés sur le sujet. Ils ont fait un travail absolument remarquable. Ils ont fait leur travail. Hein. Moi, j'estime que les universitaires n'ont pas vraiment fait leur travail encore. C'est pour ça que je plaide pour ça. Parce que ce travail qui viendrait finalement de la recherche
permettrait à la fois d'entendre les journalistes, de dialoguer avec eux, et en même temps de constituer les thématiques sans qu'elles soient imposées de l'extérieur, si vous voulez. Voilà. Bon, alors donc je suis un petit peu partagée sur les initiatives qui peuvent être prises. Voilà. C'est un débat qu'on ne peut pas évidemment clore aujourd'hui, d'autant plus que parmi ces universitaires, il y a des gens qui s'adonnent au sabotage. Vous avez cité une sociologue, on peut en citer un autre. Il y a parmi les universitaires des ceux-là, négationnistes. par exemple, on n'est pas obligé de les mettre dans le groupe de recherche. On ne demandera pas à Clonie Vidial ce qu'elle en pense sur le choix, sur la sélection. Yves Ternon, un mot encore. Oui, je voudrais dire juste un mot. Nous avons l'expérience de la réunion que nous avons faite en 1984 d'un tribunal des peuples pour juger du génocide des Arméniens. Il y avait 6 prix Nobel présents dans ce tribunal des peuples qui s'est réuni à la Sorbonne. Et la Turquie avait été invitée. Elle a envoyé un petit document négationniste. Les conclusions du tribunal ont été formelles. Il s'agit d'un génocide en ce qui concerne la destruction des Arméniens de l'Empire ottoman. Ça n'a pas changé d'un iota la position négationniste de la Turquie qui se renforce simplement en fonction des éléments politiques et des circonstances. Merci Yves Ternon. Alors, après Richard Mugenzi, parce que nous avons parlé de la diversité des sources, mais nous avons la chance d'avoir ici à la tribune un homme qui fait partie des sources orales, et ce n'est pas Jean-Pierre Chrétien qui me démentira. On a cité tout à l'heure le rôle trouble de Paul Baril. Richard Mugenzi, j'ai une question très simple à vous poser, une question qui nous hante tous. Parce que ce rôle trouble de Richard Mugenzi, dont en parlait Raphaël Maison, beaucoup en parlent. Le rôle trouble de Paul Baril, tout le monde en parle, pardon. Le rôle trouble de Paul Baril, tout le monde en parle. Raphaël Maison l'a évoqué à l'instant. Y compris sur le plan judiciaire. Alors, est-ce que vous, Richard Mugenzi, qui étiez à Guisségny pendant le génocide, est-ce que vous avez vu Paul Baril et son groupe de mercenaires? Si oui, dans quelles conditions et à quel moment? Merci pour votre question, Jean-François. Et Paul Baril était effectivement à Gisenyi et un peu partout au Rwanda pendant la période de 1994, pendant le génocide. Et si vous vous souvenez bien, à cette période, les forces armées françaises du Nord étaient déjà parties. Et à ce moment-là, c'est Baril, avec ses troupes, qui avait en quelque sorte pris le relève. Et personnellement, je me souviens qu'au mois de mai, parce que moi je n'étais pas toujours en circulation, bien dans la ville de Gisenyi, j'étais au camp très souvent, mais je le vis avec Sengiumva. Ils sont venus avec le mercenaire qui dirigeait, et quand ils sont venus avec Sengiumva au camp de Butotori, et le colonel me l'a présenté parce que ce n'est pas n'importe qui est entré dans le camp. Et aussi, il me disait qu'il faut faire attention, il ne faut pas que tout le monde... Il ne faut pas avoir confiance à tout le monde. Alors, il me l'a présenté, il m'a dit qu'il s'appelle Paul Baril, le capitaine, et que le mercenaire qui sont dans Gisenyi, parce que c'était une très grande préfecture, et Sengiumva, à ce moment-là, il était le commandant de toute la préfecture. Il y avait d'autres commandants qui dirigeaient des bataillons. Lui, il était le commandant principal. Alors, quand il me l'a présenté, on s'est salué juste, puis il est parti. Mais les mercenaires sont restés dans les camps à Gisenyi, dans les camps de la ville de Butotori. Alors, vous avez dit, Richard Mugenzi, que Paul Baril est arrivé après le départ des Français. Or, l'opération Noroît s'est terminée vers le 15 décembre 1993, même si environ 24 coopérants militaires sont restés jusqu'au génocide, voire au-delà. Est-ce que vous avez commencé à voir Paul Baril fin 1993 ? Non.
pour la première fois, et je le vis vers 91 déjà, il était là. Alors, à cette période, c'était le colonel Juvenal Baofité qui dirigeait la région militaire de Gisenyi. Alors, quand il est venu à Gisenyi, il était avec un petit groupe de mercenaires. Alors, Baofité, lui, m'avait présenté. À ce moment-là, Sengiumva était à l'état-major de l'armée. Il était chargé des renseignements militaires. Et quand il est venu à Gisenyi, Baofité me l'avait présenté. Il m'avait dit qu'il s'appelait Baril et qu'il était l'ami de l'Alliance. Donc, les termes qu'ils utilisaient à ce moment-là, pour les gens qui ne faut pas se méfier, on les appelait les amis de l'Alliance, parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà les structures parallèles qui étaient établies depuis 1990, et tout le monde qui était ami de l'Alliance était considéré dans les systèmes confidentiels, dans les systèmes parallèles. C'est-à-dire que j'ai compris directement qu'à ce moment-là, Baril n'avait pas une mission officielle peut-être de l'État français, que c'était un mercenaire, parce qu'il était dans les systèmes, les structures parallèles. Richard Mugenzi, est-ce que vous avez vu Paul Baril en compagnie de militaires français ou à des moments où il n'y avait pas de militaires français? Et je viens de vous dire que Baril, je l'ai vu 2 fois. Pour la première fois, il était avec les militaires français, mais avec les mercenaires français. Parce qu'à ce moment-là, pour la première fois, il y avait les militaires français de la coopération française, que je connaissais bien, qui venaient au camp, qui venaient pour la formation. Mais lui, les militaires avec qui il était, les mercenaires, ils étaient différents. On les distinguait des autres. Mais ils étaient un petit groupe pour un premier temps. Mais à 1994, ils étaient devenus très nombreux à ce moment-là. Très nombreux, ça veut dire combien de personnes autour de Baril? Et à ce moment-là, ils étaient au moins une trentaine. Et il n'était pas seulement avec lui, il ne le suivait pas partout où il allait, parce que quand il arrivait là-bas, il était avec Sengiumva. Ce mercenaire venait au camp de Butotori, parce qu'au camp de Butotori, c'était le camp, était un petit camp où on faisait l'étape dernière de formation de commando de Bigogwe. Quand ils terminaient leur formation globale dans les camps de Bigogwe, ils venaient au lac Kivu, où se trouvait les camps de Butotori, pour la formation amphibie. C'est-à-dire on venait les apprendre comment plonger dans l'eau, nager, manier les zodiacs. Les zodiacs, ce sont des petits bateaux pour les commandos. Et comment entrer dans l'eau et sortir un peu plus loin, tout ça, c'est ce qu'on appelle les opérations amphibies. Une question encore, Richard Mugenzi. Quelle preuve avez-vous que les hommes qui entouraient Baril étaient des mercenaires et non pas des militaires français? Et ils n'étaient pas du tout des militaires français, c'était des mercenaires, parce que même le militaire français, ils portaient les bérets rouges et leur uniforme était un peu différent de ces mercenaires qui portaient des bérets noirs, des fois des uniformes sans insignes. Ils étaient très différents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les relations pendant l'opération turquoise entre le colonel Anatole Sengiumva et les militaires français? Alors je précise une petite une chronologie. Le colonel Sengiumva était chef du renseignement militaire jusqu'en juillet 1993. À la suite de l'installation d'un gouvernement démocratique, il a été retiré de son poste de chef du renseignement militaire et nommé commandant opérationnel de Gisenyi. Et pendant l'opération turquoise, il a
opté pour devenir le correspondant de l'état-major de Turquoise, installé à Goma. Alors, qu'est-ce que vous savez, Richard Mugenzi, des relations entre Nsengiyumva et les hauts gradés français de l'opération Turquoise? Ce que je puis voir des relations entre les commandants des opérations militaires de Gisenyi, le colonel Nsengiyumva, c'est que c'était des relations très rapprochées. Et comme c'était le cas un peu partout, quand le militaire de l'opération Turquoise sont venus, même avant, quand les Norois aussi étaient là, il y avait toujours, quand ils sont arrivés, ils sont entrés dans le système directement. C'est-à-dire que quand il y avait un chef d'état-major, il y avait aussi un Français, un Français à côté. Quand il y avait un commandant de compagnie, il y avait un Français à côté. Nsengiyumva aussi, quand les militaires de l'opération Turquoise sont arrivés, déjà au mois de juin, c'est qu'à ce moment-là, Nsengiyumva est parti pour Goma. On l'a nommé coordinateur entre les forces armées rwandaises et les forces françaises de Turquoise. C'est lui qui était le coordinateur. Il est allé avec eux, il s'est installé à Goma et le colonel Juvenal Baofite qui était à Byumba. À ce moment-là, Byumba était déjà tombé entre les mains du FR. Et il est revenu et il a dirigé le commandement général de Gisenyi. Une dernière question, Richard Mugenzi. Vous étiez toujours opérateur radio à cette époque-là. Est-ce que pendant l'opération Turquoise, le colonel Baoufite, commandant OPS de Gisenyi en remplacement de Nsengiyumva, ou le colonel Nsengiyumva a pu vous dicter des fausses interceptions du Front patriotique pour intoxiquer l'armée française? Et je ne sais pas si les manipulations, les intoxications, il y avait une partie pour intriguer les armées françaises, mais jusqu'à la fin, on a continué avec les systèmes, parce que les systèmes de désinformation, de manipulation, c'est normal pendant la période de guerre. C'est un système qui était instauré pour tout le monde, que ce soit. C'est une chose que je peux vous dire, c'est que moi, je pense que le militaire français n'était pas tellement manipulé. Au contraire, ils étaient complices. Parce que la plupart des manipulations, ce sont eux qui nous ont appris ça. Et ils nous ont appris, par exemple, la propagande à miroir. Ils nous avaient appris... il y a beaucoup de cours, je ne sais pas si ce sont des cours, où nous avons appris beaucoup de français. Ce sont eux qui nous ont appris comment on peut introduire le système de quadrillage territorial, qu'on devrait partir de la cellule des 10 maisons au Rwanda jusqu'au niveau national et contrôler tout le monde. Ça venait d'eux. Alors, par le de dire qu'ils ont été manipulés par nos télégrammes ou bien le système de manipulation, je pense plutôt qu'ils étaient complices. Je pense que c'est très clair. Merci, Richard Mugenzi. Avec 3 minutes de retard, nous allons céder la place. Ah oui, Jean-Pierre Chrétien voulait dire un mot. Un mot sur tous ces Bon, alors, un mot sur, en fait, la multiplicité des interrogations autour du génocide du Rwanda, qui se situent à différents niveaux, militaires, politiques, international, français et rwandais. Et moi, je pense qu'il faut que ces différentes approches se développent et qu'il n'y a pas une approche qui est mauvaise.
ou qui est superficiel ou qui serait secondaire. Parce que je vois par exemple parmi les travaux qui se développent aux États-Unis sur le génocide du Rwanda, il y a des livres un peu ambigus, donc il y a un enjeu de débat sur la nature de ce qui s'est passé. Et simplement, ce que je voudrais dire, c'est aussi l'aspect méthodologique. C'est-à-dire, quand vous travaillez sur des archives, il y a le problème de collecte, il y a aussi le problème d'interprétation. Là, je ne suis pas en train de parler de filtrage, hein. Je suis en train de parler de travail. Quand on utilise des archives judiciaires aussi, les archives judiciaires, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, sur le fait que il ne faut pas être naïf dans l'interprétation. Non, ce n'est pas à vous que je m'adresse, je pense à d'autres. Sur un gros ouvrage, vous voyez, le Rwanda, je ne sais plus, de la guerre au génocide, c'est pas ça, où on utilise naïvement et vicieusement en même temps d'ailleurs les archives judiciaires. Donc, il y a un problème de contextualisation, de mise en perspective. Hein. Ce n'est pas le débat naïf sur on est partial ou impartial, c'est un problème de rigueur. Et tous les sujets le méritent. C'est pour ça que je voulais dire que, quand même, là c'est une petite pique, ce que vous avez dit sur la revue 20e siècle, bon, une revue a bien le droit de faire un choix. Et le choix, c'est la compréhension de ce qui s'est passé au Rwanda, et la micro-histoire peut apporter beaucoup de choses. Ça n'exclut pas du tout des interrogations et des travaux sur la dimension internationale, etc. Donc, je veux dire qu'il y a un problème de méthode, en particulier sur l'histoire orale et les sources orales. Il faut faire très attention. Il y a des méthodes, c'est rodé depuis des années, la façon d'interpréter les témoignages, de voir le contexte, de voir la méthodologie de collecte, de situer les informateurs, etc. Si je peux me permettre aussi, je dirais que j'ai été absolument passionné par le témoignage de Richard Mugenzi, parce que je ne vais pas développer, mais il y a beaucoup d'éléments dans sa façon de parler, dans son témoignage, dans la précision, dans le contexte, etc., qui sont extrêmement convaincants. Hein. Mais n'importe quel témoignage n'est pas forcément convaincant. Hein. Donc, le problème de méthodologie, c'est très important. Hein. Alors, je ne vais pas entrer dans d'autres considérations de détails là-dessus, mais si quand même, la dame qui fait la leçon, là, que vous avez citée, elle a quand même édité un faux témoignage. Et elle a cautionné ce faux témoignage par des considérations sur l'histoire orale. Et ça m'a énormément choqué. Hein? Bon, bref, c'est tout. On passe immédiatement, il n'y a pas de pause, on passe immédiatement à la dernière table ronde.